Bon voilà, avant d'écrire ce Tabs, je ne savais finalement que très peu de choses sur Marilyn Monroe. Et au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que sa vie était fascinante, un véritable scénario de film hollywoodien avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur la plus grande star féminine de tous les temps. Norma Jean Mortensen née le 1er juin 1926 à Los Angeles et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Son père se tire avant sa naissance et durant toute sa vie, elle ne connaîtra jamais son identité. Lorsqu'elle pose la question à sa mère, cette dernière lui répond qu'elle ne sait même pas elle-même qui est le père, car elle côtoyait deux hommes avant sa naissance, Stanley Gifford et Martin Mortensen. Cette même mère avec qui elle ne grandira que très peu, puisqu'elle est internée en hôpital psychiatrique pour paranoïa et schizophrénie lorsque Marilyn a 3 ans. Dans cet hôpital figure aussi sa grand-mère, elles qui resteront pratiquement toute leur vie internée, ce qui provoquera d'ailleurs chez Marilyn la peur inconsciente et durable d'être elle aussi touchée par une maladie mentale dans sa vie d'adulte. Sans mère ni grand-mère, Marilyn est d'abord placée chez des amis, puis dans des orphelinats et des familles d'accueil jusqu'à ses 15 ans. Et plusieurs fois, elle subira des attouchements et même plus de la part des hommes qui la recueillaient, ce qui provoqua chez elle un bégaiement qu'elle dut contrôler toute sa vie. En 1941, elle rencontre lors d'une fête de Noël un jeune homme nommé Jim Dougherty, avec qui elle se marie très vite, quelques jours après ses 16 ans. Ce mariage représente pour elle une sécurité et signifie la fin de cette vie mouvementée dans laquelle elle allait de famille d'accueil en famille d'accueil. Quant à Jim Dougherty, cette union lui vaut un surnom qu'il traînera toute sa vie, à savoir Jim le Vénard. En 1943, Norma Jean travaille dans une boîte qui fabrique des ailes et des hélices d'avion et cette photo que vous voyez là est le résultat d'une campagne de propagande qui vise à féliciter les femmes qui participent à l'effort de guerre. Cette photo lui permet de se faire repérer et durant quelques mois, elle enchaîne les shootings pour se faire un peu de thunes. Très vite, elle décide de lâcher son boulot pour prendre des cours de théâtre et se fait remarquer par un cadre de la Fox, Ben Lyon, qui lui conseille de changer de nom. Elle choisit d'abord Jean Adair, puis Zelda Zonk et enfin Faye Miller, mais ça ne lui convient pas. Alors Ben Lyon lui dit « Toi, t'es une Marilyn », en référence à Marilyn Miller, une meuf avec qui il avait bossé à Broadway. Norma Jean choisit ensuite le nom de famille de sa grand-mère pour compléter le tout, naît alors Marilyn Monroe. En 1946, elle est engagée pour 6 mois par la Fox, mais galère à se faire une place. À ce moment-là, son plus grand palmarès est d'avoir été élue reine des artichauts lors du festival des artichauts. Pas ouf comme début de carrière. Et Marilyn s'accroche, accentue son nouveau personnage, devient blonde et commence à se faire remarquer grâce à ses petits rôles dans Dangerous Years et Bagarre pour une blonde. Et c'est en 1949 que le véritable déclic a lieu lorsqu'elle joue dans La Pêche au trésor, film des Marx Brothers. Sa prestation perce l'écran et lui permet de tourner dans la foulée avec des grands réalisateurs, John Sturges, John Huston et surtout Joseph Mankiewicz qui fait d'elle une star grâce au film All About Eve, film qui lui permet de signer un contrat de 7 ans avec la Fox. L'Amérique n'a alors Dieu que pour Marilyn Monroe et ce statut de star idolâtrée, elle va en profiter à outrance. Sur les plateaux, elle devient insupportable, arrive systématiquement en retard et décide elle-même quand elle tournera. Le meilleur exemple, c'est le tournage du film culte Certains l'aiment chaud. Monroe n'en fait qu'à sa tête, ne connaît pas son texte et doit s'y reprendre 60 fois pour placer la réplique « It's me, sugar ». Ce qui agaça tout le monde sur le plateau, à commencer par l'acteur Tony Curtis qui, après l'avoir embrassé durant une scène, dira en off « C'était comme embrasser Hitler ». D'ailleurs, pour l'anecdote, le réalisateur Billy Wilder refusa de l'inviter pour la fête de fin de tournage, excédé par son comportement durant toute la production. La ligne rouge sera dépassée en 1962 lors du tournage de son tout dernier film, Something's Got to Give, puisqu'elle se fera tout simplement virer pour ne pas s'être présentée sur le plateau durant les 2 premières semaines. Ce film reste d'ailleurs aujourd'hui un des plus célèbres films inachevés. Au milieu de tout ça, Marilyn reprit les études et s'inscrivit à l'université en art et littérature afin de rattraper le retard accumulé durant son enfance difficile. Faut dire qu'elle faisait des trucs un peu bêtes. Par exemple, lorsqu'elle était à la campagne et qu'il pleuvait, elle faisait entrer les vaches chez elle pour qu'elles se mettent à l'abri de la pluie. Dans le même genre, lorsqu'elle était en coloc avec une pote, avant d'être connue, il lui avait été demandé de nettoyer une salade avant le repas. Elle l'avait nettoyée feuille par feuille avec une éponge. C'est bête, certes, mais touchant en même temps. Cette coloc que j'ai mentionnée juste avant, elle s'appelait Shelley Winters et a plus tard joué dans des grands films comme Lolita, Winchester 73 ou encore La Nuit du Chasseur. Et dans ses mémoires, elle raconta une anecdote très croustillante. Un soir, à l'appart, alors totalement inconnue du grand public, elle s'amuse à faire avec Marilyn une liste des hommes connus avec qui elles aimeraient coucher. Eh bien, celle de Marilyn était très singulière, aucun homme en dessous de 50 ans et des personnalités toutes très intelligentes comme Albert Einstein qu'elle idolâtrait. Vous comprendrez à la fin de cette histoire
soir, pourquoi je vous raconte tout ça? En 1946, son mariage avec Jim Levenard prend fin, ce dernier s'étant engagé dans la marine, et jusqu'en 1952, elle va batifoler à droite à gauche, couchant même avec l'actrice Joan Crawford, avant de se rendre compte que ce n'était pas trop son truc. 52, c'est aussi l'année de sa rencontre avec l'immense star des New York Yankees, Joe DiMaggio, et faut savoir qu'à l'époque, ce mec c'était l'équivalent de LeBron James dans le basket ou de Cristiano Ronaldo dans le foot. Les deux amants se marient en 1954, passionnent l'Amérique, mais la jalousie maladive de Joe DiMaggio va tout faire capoter. Il la fait suivre régulièrement par un détective privé et dépasse même les bornes un soir d'été 54. La pensant chez un amant, il fait appel à son pote Frank Sinatra et à deux défonce la porte d'une maison avant de se rendre compte qu'ils se sont trompés d'endroit. La vieille dame derrière la porte porta plainte et DiMaggio fut condamné à lui verser 7500 $. L'excès de jalousie de trop aura lieu durant le tournage du film 7 ans de réflexion et particulièrement durant cette fameuse scène culte de la robe et de la bouche d'aération du métro. Des dizaines et des dizaines de gens assistent à la scène et voient la robe de Monroe se soulever à maintes reprises, le réalisateur Billy Wilder souhaitant la refaire plusieurs fois. Une situation insoutenable pour DiMaggio qui craque et en vient presque aux mains une fois rentrés dans leur chambre d'hôtel. C'est la dispute de trop pour Monroe qui demande le divorce 274 jours après leur mariage pour cause de cruauté mentale. Et finalement, Marilyn Monroe rencontrera enfin son fameux intello de plus de 50 ans. Voilà où je voulais en venir. 2 ans après son divorce, le réalisateur Elia Kazan lui présente lors d'un cocktail l'écrivain Arthur Miller, avec qui elle se marie quelques mois plus tard et avec qui elle forme surtout un des couples les plus insolites d'Hollywood, l'essayiste d'un certain âge hyper intello et la jeune ingénue mégastar. Une union qui durera 7 ans et qui sera partiellement mise à mal par un Français. Eh ouais, représente, qu'est-ce qu'il y a? On est là les Français, briseurs de couple, ça baise à droite à gauche comme si on... Eh, qu'est-ce que tu racontes là? Ah bah chérie, t'es là? Ouais, tu vas vite te calmer toi. Hein. Oui non mais en fait c'était pour le tab, parce que je disais ça, c'était pour faire rigoler les gens. T'as intérêt, ouais. Oui, histoire suivante. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. Et le Français en question, il s'agit d'Yves Montand. En 1959, durant un dîner mondain, il rencontre Marilyn Monroe et le coup de foudre est pour elle immédiat. Physiquement, il ressemble à Joe DiMaggio et son petit côté Frenchy fait craquer Marilyn. Alors que, petit aparté, quand moi je vais aux États-Unis et que je fais exprès de parler fort pour qu'on voit que je suis français, les meufs elles s'en battent les couilles, littéralement. Bref, Marilyn insiste pour que Yves Montand soit son partenaire de jeu dans le prochain film de George Cukor, Le Milliardaire. Alors en 1960, ils se retrouvent tous les deux sur le même plateau. Le problème, c'est qu'ils sont en couple. Marilyn avec Arthur Miller et Yves Montand avec Simone Signoret. Le pire, c'est qu'ils dînent tous les quatre chaque soir durant la production du film, mais après une semaine de tournage, Arthur Miller doit s'envoler pour l'Irlande et Signoret doit retourner en France. La voie est donc libre pour eux, et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Montand avait un succès dingue, dans la mesure où le réalisateur George Cukor le draguait également hors plateau. Et c'est avec Monroe qu'il s'envole secrètement à New York quelques semaines plus tard, avant de stopper brutalement la relation, ne souhaitant pas faire de mal à Simone Signoret. Signoret qui a fait preuve d'énormément de classe dans cette histoire. À la question d'un journaliste, que pensez-vous des rumeurs qui annoncent une relation entre votre mari et Marilyn Monroe, l'actrice française répondit, eh bien ça prouve que Marilyn a très bon goût. Happy birthday, Mr. President. Et l'histoire la plus secrète et la plus mythique qu'elle ait connue, c'est bien évidemment avec John Kennedy. Ils se rencontrent à la fin des années 50 lors d'un cocktail et JFK tombe instantanément sous le charme de cette blonde plantureuse. Faut dire qu'il est coutumier des faits puisqu'on lui prête des relations extra-conjugales avec les actrices Marlène Dietrich et Jane Mansfield. JFK et Monroe se voient secrètement, la plupart du temps dans la maison de vacances du beau-frère du président, l'acteur Peter Lawford, et je tiens à préciser que ces photos ne sont pas réelles mais issues du travail de l'artiste britannique Alison Jackson. Il n'en reste pas moins que cette liaison, elle, est réelle et va très vite poser problème. Plus les jours passent et plus Monroe s'imagine en première dame à la place de Jackie Kennedy. Elle commence à parler autour d'elle, raconte que JFK fait l'amour comme un adolescent et ces débordements commencent à inquiéter la CIA et la Maison Blanche. Le 19 mai 1962, 3 mois avant sa mort, Monroe interprète le fameux Happy Birthday to You, Mr. President, et le point de non-retour est dépassé quelques jours plus tard lorsqu'elle décide d'appeler Jackie Kennedy pour tout lui raconter. Peut-être une erreur fatale. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte chez elle, dans son lit, à moitié nue et la main sur le téléphone. Les premiers éléments de l'enquête concluent qu'il s'agit d'un suicide, l'autopsie montrant qu'elle a ingurgité la veille un mélange d'alcool, de barbiturique et de somnifères. Monroe était une habituée des tentatives de suicide, elle en comptait 4, une en 1950 lorsque son agent Johnny Hyde trouva la mort, et 3 lorsqu'elle était avec Arthur Miller suite à 2 fausses couches, dont une où elle était persuadée que le père de l'enfant était Yves Montand. Tout laisse donc croire qu'il s'agit là d'une 4e tentative qui n'a cette fois pas échoué.
Mais des rumeurs d'assassinat vont très vite sortir. Tout d'abord, des personnalités prennent la parole. Marlon Brando, qui la connaissait très bien, est persuadé qu'il s'agit là d'un meurtre. Selon lui, Monroe avait tout pour être heureuse les derniers jours avant sa mort. Warren Beatty, lui, avait passé la soirée avec Marilyn la veille de son décès. L'actrice semblait heureuse, elle qui venait de re-signer un deal avec la Fox quelques jours plus tôt pour $1 million et qui allait se remarier avec Joe DiMaggio dans le même mois. Et ce qui accrédite le plus la thèse du meurtre, c'est ce fameux week-end au Cal Neva Lodge, quelques jours avant sa mort. Le Cal Neva Lodge était une propriété appartenant à Frank Sinatra, autrement appelée la cabane à sexe. Monroe rejoint là-bas Sinatra, donc quelques proches du chanteur, et surtout Sam Giancana, patron de la mafia sicilienne à Chicago. Et selon plusieurs enquêtes officieuses menées auprès du personnel du lieu, Marilyn Monroe aurait été droguée et abusée par le chef de la mafia ainsi que par Sinatra, rentrant chez elle à la fin du week-end dans un état pas possible quelques jours avant son décès. Sam Giancana, qui avait des liens avec les Kennedy, lui aurait sommé de ne pas ébruiter sa liaison avec le président. Car en fait, il se murmurait que Monroe en savait un peu trop sur Kennedy et ses liens avec la mafia. Du coup, certains pensent que Marilyn a été assassinée par la mafia, d'autres par les Kennedy et encore d'autres par la CIA. Toujours est-il que la thèse du meurtre n'est pas retenue avant un rebond en 1972. Cette année-là, une dénommée Veronica Hamel achète la maison de Marilyn Monroe et entame toute une série de travaux à l'intérieur. Dans les plafonds, les murs et sous le parquet, elle découvre des dizaines et des dizaines de fils et de câbles qui mènent à des micros. La maison était sous surveillance depuis 1957. Ce qui amena l'ouverture d'une contre-enquête des années plus tard, en 1985, enquête menée par le procureur californien John Reiner qui rencontra les pires difficultés à faire la lumière sur cette histoire. Les dossiers, tests toxicologiques et organes de Marilyn Monroe ayant été inexplicablement détruits quelques jours après son enterrement. La thèse officielle reste donc le suicide, mais comme pour l'assassinat de JFK, les derniers jours de Marilyn Monroe continuent de susciter des années plus tard des dizaines et des dizaines de théories. Le 8 août 1962, Marilyn Monroe est inhumée au Westwood Memorial Cemetery de Los Angeles suite à des funérailles organisées par son ancien mari, Joe DiMaggio. Ce dernier refusa d'inviter Frank Sinatra, qui resta devant la grille, ayant eu vent des rumeurs provenant du fameux week-end à Cal Neva Lodge. Monroe fut donc placé dans un tombeau, et ce tombeau a suscité plusieurs convoitises. En 1954, un énorme fan de Marilyn, Richard Pancher, achète pour pas grand-chose l'emplacement du tombeau situé au-dessus de celui de Marilyn. Il le rachète à DiMaggio peu après son divorce avec la star. Et Richard Pancher a une requête bien relou, être positionné sur le ventre le jour de son enterrement, afin de pouvoir être face à face avec Marilyn pour l'éternité. Et c'est ce qui s'est produit, même si sa femme devenue veuve a failli revendre l'emplacement il y a quelques années pour $4 millions. Toujours est-il que ça fait maintenant 33 ans que le cadavre de Richard Pancher fixe droit dans les yeux celui de Monroe. Et ce n'est pas le seul voisin de Marilyn, car à sa droite, il y a ni plus ni moins que Hugh Hefner. Petit rappel des faits. Avant même d'être connu, Marilyn Monroe avait posé nue pour un photographe contre $50 afin de pouvoir récupérer sa voiture qui avait été saisie. Hugh Hefner, qui était en passe de créer Playboy, avait senti le coup en achetant au photographe les droits des clichés pour $500. De cette manière, et sans le vouloir, Monroe se retrouva à la une du tout premier Playboy sorti en 1953, exemplaire qui rapporta des millions à Hugh Hefner. Monroe le détestait, mais Hefner, lui en retour, l'adorait. Alors en 1992, il acheta pour $70 000 l'emplacement situé à la gauche de son tombeau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Monroe est coincée pour l'éternité entre un mec qu'elle détestait et un fan stalker inquiétant. Heureusement pour elle, il y a eu de l'amour quand même autour de ce tombeau, puisque depuis 1962, des gens ont pris l'habitude de l'embrasser avec du rouge à lèvres. Et surtout, Joe DiMaggio y livra des roses 2 fois par semaine durant 20 ans, lui qui prononça cette phrase sur son lit de mort quelques instants avant de mourir. Je vais enfin pouvoir rejoindre Marilyn. Et c'est sur ces belles paroles que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Alors, je profite de ce Tabs pour vous annoncer une nouvelle qui me tient à cœur. Telle Forme de Clic, en plus d'être une chaîne YouTube, va aussi devenir un podcast. 2 fois par semaine, on parlera d'un film en balançant des vannes et des infos rares. Le premier épisode sort demain et on aura comme invité le Floodcast, à savoir Flaubert et Adrien Méniel. Je balance donc demain, le 17 octobre 2019, le lien sur tous les réseaux sociaux de la chaîne et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel immense car vous aurez le choix entre un Batman ou un Joker, à savoir Christian Bale ou Joaquin Phoenix. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.